Pour beaucoup d'entre nous, les années 90 riment avec bonheur et nostalgie. Avant l'an 2000, personne n'avait jamais entendu parler de selfie, de tendance sur TikTok ou même encore de youtubeurs. On allait chercher notre petit sac de bonbons à 10 francs à la boulangerie du coin en rentrant de l'école, en espérant ne pas être kidnappé sur le chemin. Ah, c'était le bon temps. Beaucoup de villes françaises sont alors en pleine expansion sur le plan économique, comme c'est le cas pour Toulouse, qui devient l'une des premières en Europe à lancer des programmes immobiliers de résidence sécurisés. Selon plusieurs sondages, la ville rose est même désignée comme étant l'endroit où le plus de Français souhaitent vivre. Un titre accrocheur qui ne pourrait pas mieux trancher avec la réalité. C'est sûr, pour la ville qui cherche désespérément à s'embourgeoiser, parler du trottoir toulousain, des gangs de voleurs et des agressions qui gangrènent certains quartiers comme la peste, cela ne fait pas vraiment une bonne publicité. Et ce serait encore pire si l'on venait à savoir que, depuis quelques années, quelqu'un s'en prend sauvagement aux femmes de la région, et ce, dans l'impunité la plus totale. Quelqu'un qui va échapper pendant près de 10 ans à des policiers qui n'ont alors ni le temps, ni l'envie de se lancer à la poursuite d'un tueur en série. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle longue affaire criminelle française. Alors aujourd'hui, il y a certainement un nom qui vous sera familier, mais je vous le garantis, il y a sûrement des choses que vous ignorez, et c'est pour ça que je vais absolument tout vous détailler. Donc un petit abonnement et un like en guise de soutien seront vraiment les bienvenus. Je vous remercie d'avance pour ça, on commence. Nous sommes le mercredi 24 janvier 1990. Le soleil s'est levé depuis plusieurs heures sur la petite ville de Bon-Repos-Riquet, qui jouit d'une température exceptionnellement douce pour la saison. Le thermomètre flirte en effet avec les 19 degrés. Cette journée digne d'un début de printemps pousse quelques habitants de la commune à mettre le nez dehors, un peu plus longtemps que d'habitude, pour profiter du soleil. L'une d'entre eux, une jeune femme dont l'histoire n'a pas retenu le nom, se promène justement sur ce petit chemin qu'elle a l'habitude de parcourir lorsqu'elle sort prendre l'air. C'est vrai qu'à cause de la vieille ferme en ruine située non loin d'ici, l'endroit a acquis la mauvaise réputation d'attirer certains pervers, venus batifoler à l'abri des regards. Mais elle est prudente. Non seulement elle vit tout près et elle sait qu'elle peut courir se réfugier chez elle, mais en plus de ça, elle n'est pas réellement seule, car elle est en train de se promener avec son chien. Même si ce dernier gambade loin devant, nul doute qu'il se montrera dissuasif si quelqu'un lui cherche des ennuis. Alors que si elle avait eu un chat, il se serait enfui et aurait facilement retrouvé une autre famille avant de tourner la page. Perdue dans ses pensées, la promeneuse s'arrête tout à coup. Elle vient d'apercevoir une forme étrange au fond du fossé, là à quelques mètres. En y regardant de plus près, cela ressemble très fortement à des jambes humaines. Nues, elles ne sont habillées que d'une paire de chaussettes noires aux pieds. Ce sont assurément des jambes de femmes. Mais de là à croire qu'il s'agisse d'un corps humain, il y a tout de même un monde. Tétanisée par la peur, la promeneuse ne trouve pas la force de s'approcher pour aller voir le haut du corps caché par les buissons. De toute façon, qui tombe comme ça sur un cadavre au beau milieu d'une promenade dans la nature ? Cela n'arrive que dans les reportages à la télé. Et certainement pas ici, dans la région toulousaine. Encore moins dans son petit hameau tranquille de Bon-Repos-Riquet. D'ailleurs, l'explication est toute trouvée. Ce n'est probablement rien d'autre qu'une poupée gonflable qu'un énième tordu aura oublié là, après avoir fait sa petite affaire. Tout à coup, cette paire de jambes, bizarrement tordues, paraît bien moins effrayante. La suite de l'histoire va vous paraître complètement folle. Et pourtant, la promeneuse poursuit son chemin, convaincue que ce qu'elle vient de voir n'est qu'une poupée gonflable abandonnée. Elle ne prend ni la peine d'appeler la police, ni de soulever les branches qui recouvrent en partie le haut du corps. Elle ne vérifie absolument rien. La raison de cette réaction est simple. Le choc. Le fait qu'elle ait réellement pu se trouver face à face avec le cadavre d'une femme est impossible à accepter pour la promeneuse, qui préfère rester dans une sorte de déni protecteur. De retour chez elle, la jeune femme retrouve son conjoint, qui vient de rentrer après une longue journée de travail. Lorsqu'elle lui explique ce qu'elle a fait de son après-midi, elle pense tout de même à lui raconter qu'elle est tombée sur un mannequin jeté dans le fossé pendant sa promenade avec son chien, et qu'il serait peut-être bien qu'il aille y jeter un œil. Sauf que la nuit est déjà tombée,
La fameuse poupée gonflable attendra donc que le conjoint trouve le temps de se préoccuper de cette histoire un peu saugrenue. Seulement 2 jours plus tard, le couple décide enfin qu'il est temps de retourner sur le chemin où aurait été jeté un mannequin de femme en plastique. Par chance, il est toujours là, dans la même position, à demi caché dans un petit bosquet. Cette fois-ci, la promeneuse et son compagnon tentent d'investiguer un peu plus en détail et s'arment d'un bout de bois pour tâter l'une des jambes nues. Stupeur. Ce n'est pas une poupée. Tout laisse à penser que ces jambes appartiennent bel et bien à un véritable cadavre. Le couple n'a d'autre choix que de se précipiter chez lui pour décrocher le téléphone et contacter la gendarmerie. Seulement voilà, malgré eux, ils viennent d'offrir 2 jours d'avance au tueur, qui a eu tout le loisir de prendre la fuite avant que la chasse à l'homme ne soit officiellement lancée. Les gendarmes dépêchés sur place reconnaissent tout de suite la victime. Elle s'appelle Laure Martinet et elle a 19 ans. Si elle a pu être formellement identifiée en si peu de temps, c'est que sa disparition avait été signalée par son père 2 jours plus tôt et qu'elle était donc activement recherchée depuis lors. Malheureusement, ces recherches viennent de se solder de la plus tragique des façons. Aucun doute n'est permis quant aux circonstances de la mort de la jeune fille. Elle a été assassinée. Comme l'indique l'état de sa trachée, complètement broyée. Son visage porte des traces de coups extrêmement violents. Et au vu de l'état du corps, une agression sexuelle n'est pas à exclure. C'est d'ailleurs confirmé dans les heures qui suivent par le médecin légiste en charge d'examiner le cadavre. L'expert est aussi en mesure d'affirmer que le tueur est un individu ultra violent, capable de déchaîner une brutalité effroyable lors du passage à l'acte. Laure a été rouée de coups de pied et de coups de poing, tellement fort que sa rate a fini par éclater. Elle a subi un véritable calvaire. Le rapport d'autopsie fait froid dans le dos. Mais les gendarmes ont bon espoir de mettre rapidement la main sur le monstre responsable de ce meurtre d'une violence inouïe. En effet, le père de la victime avait déjà commencé à mener sa propre enquête, avant de signaler sa disparition aux forces de l'ordre. Les gendarmes savent ainsi que l'étudiante, qui suivait ses cours à Toulouse, fréquentait régulièrement un squat, situé dans les quartiers nord de la ville, plus communément appelée la Cité des Izards. Rien à voir avec le genre de quartier résidentiel et un peu huppé dans lequel vivait Laure. Le quartier des Izards est sale et très mal famé. On ne s'attend pas franchement à croiser quelqu'un comme Laure ici, dans la crasse et les déchets, entre les drogués qui se piquent à toute heure de la journée et les alcooliques qui cuvent leur bière à même le sol. Après bon, on cuve où on peut, c'est pas comme si on choisissait. Bref, Laure a bien été aperçue car là-bas, tout le monde se rappelle de l'étudiante modèle qui menait une double vie, dans le plus grand des secrets. Et si elle se rendait quotidiennement dans ce quartier, c'est parce que son petit ami, un Allemand un peu marginal qui se décrit comme un peintre des rues, y a établi son squat. Le jeune homme, qui s'exprime en anglais lorsqu'il est interrogé, est totalement effondré à l'annonce de la mort de Laure. Il se rongeait les sangs depuis que sa petite amie l'avait laissé sans nouvelles, et avait aidé le père de celle-ci du mieux qu'il pouvait lorsqu'il était venu le trouver. Après plusieurs heures passées à le sonder, les gendarmes comprennent sans mal qu'il n'est en rien responsable dans la tragédie qui vient de secouer Bon Repos Riquet. En revanche, son témoignage se révèle être extrêmement précieux, car c'est avec lui que Laure a passé ses derniers moments. Le couple était ensemble, le soir de sa disparition, au squat des Izards. Laure avait l'habitude d'inventer de faux prétextes pour s'absenter de chez elle, à Saint-Geniès, sans que ses parents ne se doutent qu'elle se rendait dans ce secteur très dangereux de la ville. Et elle rentrait toujours chez elle en temps et en heure, pour n'éveiller aucun soupçon. Seulement, ce soir-là, le temps avait filé sans qu'elle ne s'en aperçoive. La nuit était déjà bien avancée. Alors, paniquée, elle a préféré rentrer tout de suite en stop, plutôt que d'attendre le bus du lendemain matin. Contre l'avis de son petit ami, elle s'est engouffrée dans une voiture et a disparu dans la nuit pour ne plus jamais réapparaître. Dès qu'il recueille ce témoignage, les gendarmes toulousains se mettent à la recherche de tous les individus ayant des antécédents d'agression sexuelle dans la région. Malheureusement, malgré quelques interpellations ainsi que des dizaines d'auditions, cela ne donne rien. Il en va de même du côté du quartier des Izards, où aucun élément ne permet de confondre qui que ce soit. Sauf que l'enquête connaît un nouveau souffle. Lorsque la mère de la meilleure amie de Laure, qui n'avait au départ strictement rien à déclarer, témoigne soudainement avoir entendu la jeune fille frapper à sa porte, la nuit de sa disparition. Vers 1h du matin, alors que ses insomnies l'empêchaient de fermer l'œil, elle l'aurait entendu l'appeler de l'extérieur, et en s'approchant de sa porte, aurait perçu un cri suivi de ces mots. « Ils sont déchaînés. Si vous ouvrez, ils mettront le feu à votre maison. Ce sont les voisins. »
La femme n'a pas ouvert la porte alors, et ne peut pas réellement expliquer ce que ces mots veulent dire. Mais cette information capitale, qui tombe comme un cheveu sur la soupe, recentre aussitôt l'affaire sur les hommes du village de Saint-Geniès-Bellevue, où elle vivait non loin de chez sa meilleure amie. Les gendarmes investissent donc le bar du village et soumettent tous les hommes à un test salivaire. Tous sans exception, sauf un, qui indique ne pas être du coin et qui s'éclipse discrètement avant de voir son ADN prélevé sur un morceau de coton. Sans qu'il ne le sache, le tueur vient juste de leur glisser entre les doigts. Mais ce n'est pas le pire. Peu de temps après avoir témoigné devant un magistrat, la mère de la meilleure amie de Laure se rétracte, expliquant qu'elle a menti, afin que les enquêteurs ne se concentrent pas uniquement sur le quartier des Izards, en oubliant de regarder du côté des garçons de bonne famille. En pensant aider, elle a fait perdre un temps extrêmement précieux aux gendarmes qui pensaient enfin tenir une piste sérieuse. D'autres témoignages continuent pourtant d'affluer, comme celui de cette jeune femme venue frapper à la porte de la gendarmerie 2 mois après le meurtre de Laure. Elle s'appelle Cécile, et son compagnon et elle habitent justement à Saint-Geniès. C'est d'ailleurs ce dernier qui a lourdement insisté pour qu'elle aille partager son histoire aux enquêteurs. Cécile raconte donc qu'un jour, alors qu'elle faisait du stop à la sortie de Toulouse pour rentrer chez elle, un homme s'est arrêté et a offert de la raccompagner. Mais une fois dans la voiture, il lui aurait proposé de la payer pour avoir un rapport sexuel. Le refus de la jeune femme aurait rendu le conducteur extrêmement agressif, et elle ne sait pas si elle serait encore en vie, si elle n'était pas parvenue à s'échapper en faisant semblant de reconnaître des proches dans la rue. Selon son témoignage, l'homme ayant tenté de l'agresser aurait environ 45 ans, et serait de forte corpulence, avec un visage rougeaud. Il ne sera jamais retrouvé. Le compagnon de Cécile, profondément choqué et révolté par ce qu'a subi sa conjointe, fait savoir qu'il fera tout son possible pour aider à coincer cet individu abominable, quitte à l'attendre à l'entrée de Saint-Geniès jusqu'à reconnaître sa voiture et l'amener lui-même devant le commissariat. Cet homme qui veut tant aider les gendarmes s'appelle Patrice Allègre, et la vérité, c'est qu'il est le coupable que l'on recherche depuis des mois. À ce stade, il n'est pas encore un tueur en série. Pourtant, ce n'est pas son premier meurtre, et il s'apprête déjà à recommencer. On commence à avoir un peu l'habitude des tueurs en série dont l'enfance a été une véritable catastrophe. Ils ont souvent pour point commun d'avoir grandi auprès de parents alcooliques, drogués, démissionnaires, dépravés sur le plan sexuel, ou parfois même violents. En ce qui concerne Patrice Allègre, c'est un peu tout ça à la fois. Eh ben ça promet. Pourtant, au départ, l'histoire de Roland Allègre et Michel Salvi, ses parents, commence un peu comme un conte de fées. La plus jolie fille d'Albi, qui fait la rencontre d'un beau brun venu faire son service militaire dans la région et qui tombe folle amoureuse de lui. Ça ressemble plus au début d'un Disney qu'à la genèse de l'histoire d'un tueur en série psychopathe. Le problème, c'est que Michel tombe enceinte. Et ça, ce n'était pas du tout au programme. À l'époque, on commence à peine à parler de la pilule contraceptive. Et qui plus est, l'avortement est interdit. Il n'y a donc pas d'autre solution que de garder le bébé. Seulement, dans les années 60, on estime encore qu'une femme est déshonorée si elle met un enfant au monde sans être mariée. La mère de Roland Allègre n'a pas l'intention de souiller ainsi la réputation de Michel. Roland et elle se marient bon gré mal gré, dans la précipitation, et sans avoir eu vraiment le temps de se demander s'ils désiraient s'engager toute une vie aux côtés l'un de l'autre. Roland ne sait même pas s'il est amoureux de la belle blonde. Il songeait surtout à passer du bon temps avec une belle fille. Mais le voilà à présent enchaîné à elle, qui n'a que 17 ans, et à cet enfant qui naît en juin 1968. Vous l'aurez compris, Patrice Allègre est loin. Très loin d'être un enfant désiré. Le foyer dans lequel il voit le jour n'est pas des plus conventionnels. Et les premiers problèmes apparaissent très vite après l'emménagement de la petite famille rue des Chamois, près du quartier des Izards. Michel, qui s'imaginait passer les prochaines années de sa vie à faire la fête et à profiter de sa jeunesse, se retrouve coincée avec un nouveau-né entre 4 murs. Alors, pour faire passer le temps, elle se tourne vers l'alcool. Quant à Roland, il n'a que peu d'attention pour son fils, qu'il considère plus comme une corvée qu'une source de joie, et qui fait tout pour ne pas l'avoir dans les pattes. D'ailleurs, ça tombe bien, car à 28 ans, il a pris la décision d'entrer chez les CRS. Cela lui permettra au moins de s'éloigner un peu de ce foyer dont il n'a jamais eu envie.
et qu'il fuyait à la première occasion. Finalement, Patrice Allègre aussi aurait pu écrire Papa Outé. Mais à mesure que le temps passe et qu'il enchaîne les opérations répressives en extérieur, Roland devient de plus en plus violent envers Michel, qu'il n'hésite pas à battre quotidiennement et pour le moindre prétexte. En réponse, la jeune mère de famille boit encore plus et se met à le tromper dès qu'il a le dos tourné. Évidemment, Patrice Allègre, qui n'est alors qu'un enfant, subit de plein fouet l'ambiance toxique qui règne chez lui. Car lorsqu'il n'est pas lui aussi victime de la violence de son père, il assiste aux ébats de sa mère avec des inconnus. Celle-ci n'hésitant pas à l'enfermer dans la voiture pendant qu'elle part danser en discothèque, avant de ramener son amant d'un soir pour terminer la nuit sous les yeux de son fils, recroquevillé à l'arrière. Ce climat extrêmement malsain se traduit à l'école, où le petit garçon, en maternelle, est déjà tellement infernal que les bonnes sœurs présentes sur place ne savent pas quoi faire d'autre que de l'attacher à une rampe d'escalier pendant ses crises de fureur. Étrangement, Michel et Roland décident pourtant que la meilleure solution afin de sauver leur mariage serait de faire un second enfant. Celui-ci serait censé recoller les morceaux entre eux, leur donner un nouveau départ. Mais vous vous en doutez, ce n'est pas l'arrivée de ce nouveau bébé qui va arranger les choses. Nicolas Allègre, le petit frère de Patrice, voit pourtant le jour en mars 1975. Grâce à son salaire confortable de CRS, Roland peut se permettre d'offrir un nouveau toit à sa famille, dans un lotissement de Saint-Geniès, loin du quartier des Isards. Michel, qui souhaite se reprendre en main, ouvre quant à elle un salon de coiffure au centre du village. Les choses s'apaisent durant un très court laps de temps, avant que tout le monde ne sombre de plus belle dans ses travers. Roland s'absente de plus en plus au gré de ses garnisons, et Michel, qui a conservé toute sa beauté, et qui fait tourner les têtes de tous les hommes de la commune, le trompe de plus belle. Roland ne peut plus faire semblant d'ignorer qu'il est le plus beau cocu du village, ce qu'il met dans une rage folle lorsqu'il rentre chez lui. Toute sa violence se déchaîne sur sa famille, et notamment sur Patrice, ce fils dont il n'a de toute façon jamais voulu, et qui s'interpose devant sa mère pour prendre les coups à sa place. Les services sociaux établissent de très nombreux rapports sur la famille Allègre. La violence y atteint des degrés incroyables. Comme ce jour où Roland, le père, rentre fou de colère un beau matin et assomme Patrice d'un coup de rondin sur la tête, alors qu'il dormait encore. À la vue du sang qui coule du crâne de son fils, le CRS pleure en demandant pardon, ce qui n'est pas le cas pour Michel, qui tente de sauter la vie en 1978 après avoir tenté à maintes reprises de porter plainte contre son mari sans que ses demandes n'aboutissent jamais à rien. À 12 ans, Patrice Allègre, déjà alcoolique, décide de tuer son père. Il n'abandonne son très sérieux projet que parce que sa mère le supplie de ne pas aller au bout de cette folie. Roland Allègre vit. Mais pour le petit garçon, en revanche, il est déjà trop tard. Sa santé mentale est déjà trop impactée par tout ce qu'il a subi jusqu'ici. C'est sans grande surprise que la violence perpétrée au sein du foyer Allègre se répercute à l'école, où Patrice préfère se battre, commettre ses premiers larcins et se montrer brutal avec les autres. Les études, le travail, très peu pour lui. Il est renvoyé de 3 collèges en l'espace de 3 ans. Et tandis que sa scolarité s'effondre, il sombre de plus en plus dans la délinquance, ce qui met son CRS de père dans une position plutôt inconfortable, pour éviter que ses collègues dans la police ne se mêlent de sa vie privée et soient informés des frasques de Patrice des années durant. Roland passe derrière son fils pour indemniser les victimes de ses vols, en leur faisant promettre de ne pas aller plus loin dans la procédure. L'adolescent peut donc commettre autant de délits qu'il le souhaite et cela va des grands magasins à la maison de ses voisins qu'il cambriole avec un ami. À tout juste 15 ans, c'est un garçon manipulateur, dangereux, violent et asocial. Mais en 1983, les choses pourraient bien définitivement changer. Roland, le père, est sur le point de quitter les CRS pour rejoindre un poste fixe au commissariat de Toulouse. Seulement, on lui fait bien comprendre qu'il a tout intérêt à régler légalement la situation avec son fils, avant de rejoindre sa nouvelle affectation. Pour la première fois, la justice intervient donc dans la vie de Patrice Allègre. Le juge pour enfants qui rencontre l'adolescent admet que ses parents ne peuvent plus rien pour lui, et qu'ils sont même tous les deux entièrement responsables de la situation actuelle. Il préconise un placement dans un centre pour jeunes délinquants, dans lequel plusieurs éducateurs aident les pensionnaires à se resocialiser. Mais avec Patrice Allègre, la situation au centre va devenir cauchemardesque. Fugues, bagarres à la hache, tentatives d'agression sexuelle
Il dépasse largement tout ce que les éducateurs avaient connu de pire jusque-là, et fait d'ailleurs l'objet de plusieurs rapports de la gendarmerie locale assez inquiétants. Il fugue définitivement de la maison de correction après avoir été menacé de se faire lyncher par les autres jeunes. Il entame une cavale de plusieurs mois, pendant laquelle il traîne avec des groupes de marginaux, passant tout son temps à se droguer et à boire des litres d'alcool pour finir par rentrer chez lui, à Saint-Geniès. Mais les tensions entre Roland et son fils sont invivables. Patrice Allègre part donc s'installer dans les caves de la cité des Izards, vivant en junkie. Jusqu'au jour où sa grand-mère paternelle décide qu'il est temps de s'occuper de son cas et demande sa garde. Voilà donc Patrice Allègre parti déballer son sac à dos chez sa grand-mère Cécile, non loin du quartier des Izards. L'endroit est parfait pour organiser son petit commerce illégal de vol de mobylettes, car il peut à loisir entreposer les carcasses désossées dans le petit jardin de la vieille dame, qui pense qu'il s'adonne simplement à la mécanique. En réalité, ses activités criminelles se développent à vitesse grand V. Dans ses bons jours, Patrice Allègre cambriole une, voire 2 maisons à la journée, commençant ainsi à se faire une petite place dans le milieu du grand banditisme. Il n'a que 16 ans et boit déjà entre 6 et 10 litres de bière par jour. Du côté de la drogue, l'adolescent fume des quantités tout autant impressionnantes de hashish, environ 10 grammes, qu'il n'a jamais de mal à se fournir grâce à son réseau. Ce mélange explosif le place dans un état second quasi constant. Roland, son père, qui a pris son poste fixe au commissariat central de Toulouse, en a plus qu'assez des frasques de son fiston, que tous ses collègues continuent de couvrir à chaque délit pour ne pas le mettre dans l'embarras, et qui oublie aussi, tant qu'à faire, de transmettre les plaintes de Michel Allègre lorsqu'elle vient leur montrer les traces de violence que les poings de son mari ont laissées sur elle. Les choses commencent cependant à changer lorsque le couple finit par divorcer. Roland parvient à faire jouer quelques relations haut placées pour que son rejeton ait enfin un travail, et pas n'importe lequel. Il va être serveur à la buvette du commissariat central, là où on connaît plus que n'importe qui sa réputation de bagarreur, de voleur, d'alcoolique et de toxicomane. Pour la petite histoire, on trouvait très souvent ce genre de buvette dans les commissariats de l'époque. Même si on y consommait parfois de l'alcool, le but n'était évidemment pas de se mettre minable avant de partir en intervention. Ces zones de restauration étaient avant tout des lieux de convivialité et d'échange, qui, gérés par des syndicats de policiers, permettait de prendre une pause après une longue garde en y sirotant des boissons chaudes et en y grignotant un peu. Patrice Allègre va donc servir les collègues de son père en plein cœur du commissariat pendant environ 3 mois. Et cela va lui être très utile pour récolter une tonne d'informations sur les enquêtes en cours que nombre de malfrats seraient prêts à payer très cher. Mais s'il y a un événement qu'il ne pouvait pas anticiper, c'est bien de tomber amoureux. C'est pourtant ce qu'il se produit lorsqu'il rencontre une certaine Cécile par le biais d'un ami commun. Cette dernière tombe elle aussi sous le charme du jeune homme que toutes les filles trouvent irrésistible, malgré ses dérives. Le couple s'installe dans un petit logement situé à côté du salon de coiffure de la mère de Patrice, Michel, qui vit à présent dans une caravane. Seulement, de nouveau sans emploi, Patrice Allègre fuit le travail comme la peste, ce qui devient un réel problème lorsque Cécile tombe enceinte au début de l'hiver 1989. En traînant les pieds, et bien malgré lui, il réussit tout de même à décrocher un petit job au buffet de la gare Matabio. Travailler comme tout le monde, gagner honnêtement sa croûte. Ça ne ressemble pas à ce père en devenir qui déteste cette nouvelle vie et ne se gêne pas pour le faire comprendre à qui veut l'entendre. Pourtant, un nouvel élément vient d'entrer dans l'équation. Ça tombe bien, puisque ce nouvel élément porte le prénom de Valérie. Et ça plaît beaucoup à Patrice Allègre. C'est au buffet de la gare que Patrice Allègre et Valérie Tariotte se rencontrent pour la toute première fois. Au moment où il est embauché, la jolie brune de 21 ans y travaille déjà depuis quelque temps en tant que serveuse. Et tous deux sympathisent assez vite. Avec son bagou et sa belle gueule, le nouvel employé du café fait d'ailleurs tellement sensation auprès de Valérie que tous deux finissent même par dépasser le stade de l'amitié, au profit de petits flirts entre collègues. Bien sûr, Patrice Allègre omet de préciser que s'il s'est retrouvé à accepter ce job, c'est pour subvenir aux besoins de sa compagne et de leur futur bébé. Valérie n'a pour sa part aucun petit ami qui l'attend à la maison. Après quelques mois passés en Belgique avec sa mère, où elle ne parvenait pas à se plaire, elle est simplement revenue à ses racines toulousaines,
pour tenter d'y bâtir sa vie. Patrice Allègre, gentleman, a pris l'habitude de raccompagner sa collègue chez elle, certains soirs. Souvent, ils en profitent pour partager un verre de gin et fumer quelques joints. Un petit rituel qui se maintient même lorsqu'il estime qu'il a assez travaillé comme ça, et qu'il démissionne de son poste quelques semaines plus tard. Mais ce mercredi 22 février 1989, il décide qu'il en veut plus. Beaucoup plus qu'une simple liaison amicale ponctuée de quelques moments de flirt. D'ailleurs, pour mettre toutes les chances de son côté, il a investi un peu d'argent dans une belle bouteille de champagne. Seulement, Valérie repousse les avances de son collègue. Un refus qui plonge Patrice Allègre dans une rage sauvage et incontrôlable. Il force sa soi-disant amie à prendre une très forte dose de psychotropes, des médicaments qu'elle se voyait prescrire pour soigner sa dépression. Il l'agresse sexuellement et la torture avec divers objets, avant qu'elle ne rende son dernier souffle. Pour tenter de dissimuler ses traces, Patrice Allègre rassemble tout ce qui pourrait servir de preuve contre lui. Une lampe de chevet tachée de sang, une clé de verrou, des cotons de démaquillage ensanglantés, mais aussi le sac à main de Valérie, avec ses papiers, ainsi qu'un verre et un cendrier sur lequel on retrouvera forcément ses empreintes. Il place tout cela dans le sac à dos de la jeune femme, avant de le jeter au vide-ordures, au pied de l'immeuble. Après ce premier meurtre, Patrice Allègre, qui a retrouvé la chaleur de son foyer et l'affection de sa petite amie enceinte, s'inquiète tout de même. Et si il avait oublié de cacher certaines preuves ? S'il n'avait pas été assez vigilant et que la police venait frapper à sa porte un beau matin, il s'est précipité. Il n'a pas vraiment planifié cet homicide. Le meurtrier est loin de s'en douter, mais il n'a aucune raison de s'en faire à ce sujet. Une chance insolente va en effet lui permettre de passer à travers les mailles du filet. Une chance, certes, mais aussi de nombreux loupés dans l'enquête, grâce auxquels le tueur va pouvoir continuer à agresser, torturer et assassiner d'autres femmes. Le corps de Valérie n'est découvert que 6 jours après son meurtre, alors que le gardien de l'immeuble, qui faisait sa tournée habituelle, est tombé sur le fameux sac à dos, contenant certains effets personnels de la jeune femme. Dès le début de l'enquête, la brigade criminelle de la sûreté urbaine de Toulouse passe à côté de certains détails importants, ou les interprète d'une mauvaise façon. Il est vrai que les premières constatations sont éloquentes. La porte de l'appartement n'est pas fracturée. Il n'y a aucune trace de lutte à l'intérieur et surtout, les tiroirs des tables de chevet, de la salle de bain et de la cuisine débordent de neuroleptiques et somnifères en tout genre. À la fin de la perquisition, les policiers ont déjà la conviction que Valérie a mis fin à ses jours. Pour preuve, on retrouve même un livre expliquant comment passer à l'acte dans les affaires de la jeune femme. En plus, les amis de Valérie témoignent presque tous qu'elle se trouvait au bord du gouffre quelques mois avant sa mort, à cause d'une dépression dont elle ne parvenait pas à se sortir, et de quelques soucis judiciaires qu'elle n'arrivait plus à porter. Sur la base de ces seuls éléments, il ne paraît pas improbable de penser à un acte délibéré de la part de Valérie. Mais dans ce cas, comment expliquer que la jeune femme soit retrouvée allongée, les mains liées sur le ventre, et avec 3 bâillons au fond de la gorge, dans la bouche et sur le visage? Incroyable mais vrai, pour les médecins chargés de l'autopsie, ce n'est pas incompatible avec le fait qu'elle ait pu mettre fin à ses jours elle-même. La théorie du rasoir de Cam en prend un sacré coup là. Tout d'abord, l'analyse toxicologique démontre bien que le décès a été causé par une prise massive de médicaments. Ensuite, le lacet de chaussure qui lui entrave les mains n'est pas vraiment serré, mais plutôt lâche. De plus, l'appareil dentaire de Valérie est toujours en place. Or, si quelqu'un avait forcé le passage du tissu dans sa bouche, cela aurait sûrement arraché les bagues métalliques et laissé des marques sur les muqueuses. Il y a certes un hématome au niveau de la gorge, mais aucune trace de fracture. En conclusion, elle a très bien pu s'introduire un premier bâillon dans la gorge, un second dans la bouche, en nouer un troisième sur le visage et s'attacher les mains sur le ventre. Tout cela après avoir avalé une quantité phénoménale de psychotropes. Et puis, un détail étrange qui interpelle au premier abord va finir de convaincre les policiers que personne n'a tué Valérie. Elle est retrouvée allongée sur le côté, dans son lit, vêtue d'un t-shirt blanc et sa tête repose sur une casserole dans laquelle sèche du sang mélangé à de l'eau. L'inspecteur principal de l'enquête en déduit qu'il est, je cite, « inconcevable qu'un assassin ait eu l'idée pour le moins curieuse de glisser une casserole sous la tête de la victime pour éviter de salir les lieux. » Si vous êtes inspecteur de police et que vous regardez cette vidéo, maintenant vous savez que si,
c'est concevable. Quant à l'hématome retrouvé sur sa gorge, on l'explique par le fait que le cou de Valérie reposait en partie sur le bord de la casserole, et qu'elle a certainement eu des soubresauts pendant son inconscience, ce qui aurait laissé une marque visible sur la peau. Tout ça, malgré l'incompréhension et l'indignation de la mère de Valérie, qui répète aux policiers que sa fille ne se serait jamais donné la mort, notamment en se bâillonnant et en s'attachant, car elle avait une peur panique de se sentir bloquée ou entravée. Mais une ordonnance de non-lieu est rendue en octobre 1990. Valérie Thariot a mis fin à ses jours en combinant l'absorption de médicaments avec l'asphyxie qu'elle s'est provoquée elle-même, en se plaçant un foulard dans la gorge. Point final. Les policiers sont d'ailleurs tellement persuadés d'avoir raison qu'ils ne pensent pas interroger les anciens collègues de travail de Valérie au buffet de la gare. Ils ne prennent pas non plus la peine d'analyser les empreintes qu'ils ont pourtant pris soin de relever sur la bouteille de champagne oubliée dans le salon, ni sur le cendrier et le verre retrouvés dans le sac à dos de la victime. S'ils l'avaient fait, ils auraient découvert que ces empreintes, enregistrées depuis 4 ans dans les fichiers du commissariat de Toulouse, appartenaient à Patrice Allègre. 11 mois plus tard, cette effroyable erreur permet au tueur de s'en prendre à Laure Martinet, qu'il passera à tabac après l'avoir prise en stop, agressera et étranglera à mort avant de l'abandonner sans vie, dans un fossé de bon repos riquet. C'est absolument horrible, mais le pire dans tout ça, c'est que nous n'en sommes qu'au début de cette affaire. Cinq mois après ce que l'on supposera être son premier meurtre, Patrice Allègre devient père d'une petite fille prénommée Anaïs. Une enfant qu'il refuse de reconnaître officiellement, bien qu'il en soit très fier, et qui ne va malheureusement pas le faire changer comme par miracle. Au contraire, il ne cache pas à Cécile, sa compagne, ses activités criminelles qui consistent à cambrioler des maisons, voler des voitures et vendre de la drogue. La jeune mère de famille ferme les yeux, à condition qu'ils ne ramènent pas chez eux les nombreux butins qu'ils stockent avant de les revendre. Mais le plus grave, c'est que les crises de violence s'intensifient dans leur petite maison de Saint-Geniès. En 1990, 4 ans après la naissance de sa petite fille, Patrice Allègre boit plus, se drogue plus, et travaille encore moins. Il frappe Cécile à la moindre occasion, tentant même de l'étrangler un soir dans leur chambre à coucher. Et pour se payer ces doses impressionnantes de cocaïne, il n'hésite pas à multiplier les cambriolages et à dealer de plus en plus de hashish. Les policiers sont bien au fait de ces trafics. Seulement, ils ferment les yeux. Et ce, pour 2 raisons. Tout d'abord, cela peut paraître fou, mais Patrice Allègre a su nouer des liens amicaux avec ceux qu'il a côtoyés tous les jours pendant 3 mois, lorsqu'il était serveur à la buvette du commissariat central. Et puis, tant qu'il le laisse tranquille, le criminel accepte de les renseigner sur les clans de manouches, qui sont d'ordinaire difficilement pénétrables. Le tueur devient ainsi l'un des indices les plus importants de la police toulousaine, et jouit en retour de la plus incroyable des impunités. Et évidemment, les policiers n'imaginent pas un seul instant qu'il a déjà commis plusieurs meurtres. Pour eux, ce n'est qu'un truand qui se contente de voler et de dealer. Mais le fait est que personne ne redouble vraiment d'efforts lorsqu'il s'agit de l'interroger ou de le lier à un élément suspect. On en arrive au point où Cécile, que Patrice Allègre bat quotidiennement, trouve porte close au moment où elle a enfin le courage de porter plainte. Certes, elle est bien reçue au commissariat, mais lorsqu'elle demande que les forces de l'ordre la protègent, elle et sa petite fille, le policier de service se contente de lui conseiller de prendre contact avec Roland Allègre, afin qu'il discute de la situation avec son fils. Dans le dossier, il écrit en gros caractères que Patrice Allègre est le fils d'un collègue. Ce petit manège recommence 1 mois et demi plus tard, lorsque, lors d'une crise particulièrement violente, Patrice Allègre détruit l'intérieur de l'appartement et s'acharne sur Cécile. Bien que la police se déplace au domicile du couple et constate non seulement les dégâts mais aussi et surtout les blessures de Cécile, aucune poursuite n'est engagée. Au mois de février 1996, ce sera la crise de trop. Après avoir troué toutes les portes de l'appartement à coups de tournevis et enfoncé les murs à coups de poing dans une crise d'une violence inimaginable, Patrice Allègre, complètement saoul, attrape sa fille et la jette contre un mur. Pour sauver sa vie ainsi que celle de leur enfant, Cécile s'enfuit pieds nus, en pleine rue, avec sa petite dans les bras. Quelques jours plus tard, alors qu'elle a trouvé le courage de jeter Patrice Allègre à la porte de chez eux, elle reçoit un agent de police qui lui affirme que cette fois-ci,
son agresseur ne s'en tirera pas à si bon compte. Il a été trop loin. Ah, merci. Mais un inspecteur du commissariat central intervient. Au lieu d'être placé en cellule et présenté devant un magistrat, Patrice Allègre est donc raccompagné chez sa grand-mère, où on lui demande poliment de ne plus embêter son ex-compagne. Ah bah, pas merci en fait. Malgré tout, Cécile tient bon et insiste, tandis qu'elle ignore tout des 2 meurtres perpétrés par Patrice Allègre. Elle se bat pour que son comportement ne soit cette fois-ci pas impuni. À force de volonté, et malgré le fait que les policiers tentent par tous les moyens de l'en dissuader, la mère de la petite Anaïs parvient enfin à faire enregistrer une plainte, en insistant bien pour que soit mentionné le fait que Patrice Allègre bénéficie d'une protection policière. Mais aussi inconcevable que cela puisse paraître, il suffit d'un simple passage du principal intéressé au poste de police, promettant de ne plus harceler ni importuner Cécile, pour que la plainte se retrouve au fond d'une corbeille. Cette fois-ci, Cécile prend de réelles distances et se défait peu à peu de l'emprise que cet homme ultra-violent avait sur elle. Ils se séparent définitivement en février 1996. L'année suivante, une vague de meurtres et d'agressions terrifie la région toulousaine. Martine Mathias a 29 ans, au moment où sa route croise celle de Patrice Allègre. Nous sommes en février 1997 et elle est tranquillement attablée à l'intérieur d'un fast-food où elle savoure son repas, seule. Par le plus pur des hasards, il se trouve justement que le tueur, / ami des forces de l'ordre, est aussi présent dans ce restaurant ce jour-là. Il repère Martine au premier coup d'œil. Isolée, petite brunette plutôt jolie. Menue mais athlétique, un air triste sur le visage, il sait que c'est la proie parfaite. Patrice Allègre joue de tous ses charmes pour approcher la jeune femme, qui ne semble au premier abord pas très ouverte à la conversation. Mais le stratagème opère, comme à chaque fois. Finalement, ils partagent leur repas ensemble, et il apprend qu'en plus de travailler comme secrétaire de direction, Martine est une championne de boxe toulousaine. Patrice Allègre s'engouffre dans la brèche, arguant qu'il a lui aussi pratiqué la boxe étant adolescent, en plus du rugby et de la musculation. Trop heureuse d'avoir trouvé quelqu'un avec qui discuter, alors qu'elle se sent d'habitude si seule, Martine se trouve vite en confiance face à cet homme au sourire si charmeur et à l'air si doux. Elle ne se méfie pas lorsqu'il lui demande, l'air de rien, où est-ce qu'elle habite. L'adresse tombe dans la conversation. Elle n'imagine pas quelle fleur elle vient alors de faire à Patrice Allègre. Car cet immeuble se situe juste en face de l'appartement qu'il a partagé avec son ex-compagne, Cécile, pendant quelques années. Là, il avait déjà l'habitude d'espionner ses voisines pendant des heures à l'aide de jumelles, ce qui lui permettait de repérer ses proies à l'avance. D'ailleurs, il voit parfaitement dans quel appartement vit Martine. Sans le savoir, la jeune femme vient de communiquer la pire des informations à une véritable machine à tuer, scellant ainsi tragiquement son destin. Le lundi soir suivant, Patrice Allègre est là, dans la cage d'escalier de l'immeuble de la championne de boxe, tapi dans un trou d'ombre qu'il a créé en dévissant l'ampoule du plafonnier. Dans son sang, les 10 canettes de bière, la bouteille de Ricard et le hashish se bousculent avec la cocaïne, ce qui le plonge dans une sorte de brouillard, mais décuple aussi largement son état de fébrilité, d'excitation et d'agressivité. Il est prêt à tuer. Il patiente un très long moment, jusqu'à ce que Martine apparaisse enfin, après sa journée de travail et son entraînement de boxe. À l'instant précis où elle tourne les clés dans la serrure de sa porte d'entrée pour rentrer chez elle, le monstre bondit sur elle et l'entraîne à l'intérieur. Chez la jeune femme, une lutte terrible s'enclenche. Martine parvient à se dégager et à s'enfuir dans la salle de bain, poursuivie par son assaillant, qui la pousse alors violemment contre la baignoire. Son crâne cogne fort sur l'émail. Très fort. Un filet de sang se répand dans ses cheveux bruns. Sa chute l'a complètement sonné, la plongeant dans un état de demi-conscience qui n'est toutefois pas suffisant pour Patrice Allègre. Il l'étrangle une première fois, jusqu'à ce qu'elle perde totalement connaissance, ce qui lui permet, sans risque, de se relever pour aller verrouiller la porte d'entrée, éteindre la lumière du salon et fermer les volets de la chambre. Tout s'est déroulé exactement comme prévu. Alors il compte bien en profiter jusqu'à l'aube et laisser libre cours à toute sa folie meurtrière et son extrême perversité. Patrice Allègre agresse la jeune championne dans sa chambre, jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer, déchaînant le pire de l'horreur sur sa victime, qu'il torture avec un outil électrique. Tout comme Laure et Valérie, Martine a vécu un véritable calvaire avant de mourir. Avant de partir, le tueur qui ne crache jamais sur l'argent facile fouille l'appartement de fond en comble à la recherche de quelques objets de valeur qu'il pourrait facilement revendre. Une montre Airbus, un gros flacon de parfum, un blouson qui lui plaît,
des cartes de crédit. Voici son butin. Pour se donner du temps, il rassemble à la va-vite quelques vêtements ainsi que des papiers et en fait 2 tas distincts, auquel il met le feu. Mais tout comme pour le meurtre de Valérie Thariot, chez qui il avait oublié de se débarrasser de la bouteille de champagne comportant ses empreintes, là aussi il commet une erreur énormissime. Il oublie son arme, un revolver, à côté du corps inerte de Martine. Se pourrait-il que cette arme à feu abandonnée sur le lieu du crime puisse enfin confondre Patrice Allègre? En tout cas, l'incendie déclenché aux alentours de 6h du matin ne détruit pas cette preuve capitale. Les policiers retrouvent bien le revolver dans la chambre de la pauvre jeune fille lorsqu'ils interviennent, et qu'ils découvrent son cadavre complètement carbonisé. Mais ils ne sont pas troublés outre mesure par la présence de l'arme qu'ils regardent à peine. Et sur la seule conviction de certains agents, l'enquête va être menée pour accréditer une seule et unique thèse, que vous avez déjà certainement sur le bout de la langue et qui vous fait faire des bonds en ce moment même. Oui, celle d'une auto-mise à mort. Pourtant, un inspecteur en particulier, l'inspecteur Vidal, refuse de croire que Martine a pu mettre volontairement fin à ses jours. L'appartement est complètement sans dessus-dessous, ce qui met en relief une scène de lutte évidente. Des traces de sang sont retrouvées dans la baignoire, et puis on découvre 2 foyers d'incendie distincts, allumés à la hâte et d'une façon un peu maladroite. La championne de boxe est aussi dans une position étrange, agenouillée devant son lit, la tête posée sur celui-ci. Et puis on retrouve bien l'ampoule du plafonnier du hall d'entrée, située juste devant la porte de Martine. Elle est dévissée, soigneusement posée sur un chiffon alors qu'elle fonctionne encore, ce qui laisse supposer qu'elle a été démontée délibérément dans le but de prendre la jeune femme par surprise. Enfin, lorsqu'il interroge le voisinage, l'inspecteur Vidal apprend que la voisine de Martine a entendu des hurlements d'une femme vers 21h45, 3 cris stridents, qui lui ont fait penser à des appels à l'aide. Ensuite, plus rien. Elle a simplement pris un somnifère pour aller se coucher. Et ils sont quand même fatigants, ces voisins qui n'appellent jamais la police et qui s'étonnent ensuite. Mais passons. Il y a quelque chose de peu logique. Pourquoi se mettre à appeler à l'aide si on a l'intention de sauter la vie? L'inspecteur Vidal met sa main à couper qu'un meurtre terrible a eu lieu dans cet appartement. Mais ses collègues soutiennent leur première hypothèse. Si le lieu est autant en désordre, c'est que la jeune femme était peu soucieuse de son intérieur. Ils ne sont pas aussi certains que cela que l'appartement ait été fouillé. En plus, 2 ans auparavant, il s'avère que Martine était soignée pour une dépression nerveuse. Et puis, l'autopsie ne permet pas de révéler les causes exactes de la mort de la jeune femme. On ne trouve aucune blessure ayant pu être provoquée par arme blanche ou avec une arme à feu. Et le cadavre a subi trop de dégâts suite à l'incendie pour pouvoir identifier d'autres traces significatives. En revanche, les médecins légistes s'accordent sur une certitude. Martine n'a été ni étouffée, ni étranglée. Ah, va falloir faire un stage de remise à niveau, les gars. Cette conclusion, qui ne pouvait pas être plus éloignée de la réalité, accrédite malheureusement un peu plus l'hypothèse des inspecteurs fainéants. Plus fort encore, des blessures causées par de l'acide et du courant électrique sont retrouvées dans son appareil génital. Mais on ne peut cependant affirmer avec certitude que Martine a été victime d'une agression sexuelle. Et c'est tout ce que l'on va retenir de cette autopsie. Elle s'est donc probablement tailladé les veines dans la baignoire, avant de mettre le feu à son appartement et de s'agenouiller, nue, devant son lit en attendant sa dernière heure. Le revolver, la disparition des objets personnels, les lésions dues aux actes de torture et un double départ de feu, rien de tout cela ne convainc les forces de l'ordre, au plus grand désarroi de l'inspecteur Vidal, ainsi que d'autres collègues partageant son avis et qui, aidés de la famille de Martine, ont tenté sans succès de faire résonner leur voix. Le 30 juillet 1997, l'inspecteur en chef conclut ainsi son rapport. À l'issue de 6 mois d'investigation, il est permis de dire que l'hypothèse la plus vraisemblable pour expliquer la mort de Martine Mathias est celle d'un acte volontaire assorti d'une mise en scène. Il paraît impensable qu'un meurtrier ait pu laisser derrière lui autant de traces. Le supérieur hiérarchique approuve, félicite ses équipes et le dossier rejoint ceux des affaires classées. À ce stade, la question d'une complicité gravissime entre les policiers toulousains et Patrice Allègre peut sérieusement se poser. Mais bien qu'ils étaient informés de ses activités de voleur de voitures et de délinquant, rien ne permet de penser qu'ils connaissaient aussi la plus sombre de ses facettes, celle du tueur en série. Cependant, dans les années 90, la Ville Rose traversait une grave période de tension entre nouveaux arrivants un peu plus embourgeoisés
et habitant des cités, dans lesquelles fleurissaient des bandes mafieuses particulièrement agressives. Et il était clairement préférable de conclure à une hausse brutale des jeunes femmes qui sautent la vie, plutôt que d'alimenter un peu plus ce climat anxiogène, en admettant qu'un tueur en série complètement désaxé sévissait dans la région. Malheureusement, cette réflexion conduit à un véritable carnage. 10 jours à peine après avoir martyrisé et assassiné Martine, il est pourtant encore et toujours là, juste sous les yeux des policiers, à rôder dans son secteur favori, comme si chaque nouveau meurtre ne faisait qu'accroître un peu plus sa soif de violence. Sans attache, libre de tout compte à rendre à qui que ce soit, Patrice Allègre passe ses nuits à écumer les bars et les boîtes de nuit, drogué et alcoolisé. Mais plus que tout, il traque celle qui deviendra sa nouvelle proie. Son obsession pour la violence, son envie d'agresser des femmes avant de les tuer lentement, fait écho à chacun des battements de cœur dans sa poitrine. Beau gosse, charmeur, il sait qu'il n'a que l'embarras du choix. Et c'est peut-être cela le plus terrible. Il vient d'ailleurs de trouver sa prochaine victime, une petite brune, plutôt mignonne, dont il a fait la rencontre en boîte de nuit et avec qui il a, comme d'habitude, passé des heures à sympathiser. À tout juste 25 ans, Émilie Espèce est ce que l'on peut appeler une fêtarde invétérée. Elle vient de s'amuser jusqu'au bout de la nuit, accompagnée de cette nouvelle connaissance. Il s'appelle Patrice Allègre. Certes, il était un peu alcoolisé, mais qui ne boit pas un verre de trop quand il s'agit de faire la fête. En parlant de fête, Émilie a une autre soirée organisée le lendemain soir. Elle confie à Patrice Allègre qu'elle est tout de même embêtée, car elle n'a pas de moyens de locomotion et ne sait pas comment s'y rendre. Elle ne pouvait pas tendre une plus belle perche au tueur, qui ne réfléchit même pas avant de la saisir, et lui propose gentiment de l'accompagner à cette fameuse soirée. Émilie accepte, reconnaissante. En attendant, ils passent la journée ensemble à se promener en ville, à discuter de tout et de rien et à se confier l'un à l'autre. Pour mettre un peu plus Émilie en confiance, Patrice Allègre lui parle même de sa fille, Anaïs, qui a 7 ans et qui lui manque tous les jours un peu plus. La journée se déroule à merveille. Émilie est ravie de ces quelques heures passées en compagnie de son nouvel ami. Elle a l'impression d'avoir affaire à un véritable gentleman. Doux, poli, attentionné et prévenant, sans imaginer un seul instant quel genre de monstre sauvage surgira dans quelques heures à peine. À minuit, comme convenu, tous deux se rendent à la soirée où Émilie retrouve ses amis habituels. Mais tandis qu'elle s'amuse, lui enchaîne les verres d'alcool fort au comptoir du bar, le regard dans le vide, ce qui l'interpelle. Vers 3 heures du matin, alors qu'elle commence à fatiguer un peu, Émilie s'approche de Patrice Allègre, qui n'a pas bougé de sa place, pour lui demander s'il accepterait de la raccompagner chez elle. Même sans savoir qu'elle s'adresse à un tueur en série, l'idée est loin d'être fameuse, car son chauffeur est visiblement bien imbibé d'alcool, mais aussi de cocaïne. Il arbore un air plus sombre, plus inquiétant. Seulement, la jeune femme craint que si elle demande à quelqu'un d'autre de la ramener, Patrice Allègre ne le vive comme un affront. Et au vu de son état, ne provoque une bagarre. Soyons clairs, elle n'est pas franchement tranquille à l'idée de monter dans la Mini, mais pensant bien faire, elle s'exécute tout de même. Elle ignore que le réel danger, ce n'est pas l'alcool qui court dans les veines de Patrice Allègre, mais bien l'homme en lui-même. Au bout de plusieurs minutes de route, Émilie se laisse gagner par le sommeil et s'endort sur le siège passager. Mais quand elle se réveille, elle est allongée sur la banquette arrière et peine à reprendre son souffle. Sa gorge est brûlante, sa trachée douloureuse. Elle a tout de suite l'impression d'avoir été étranglée. Patrice Allègre, lui, se tient debout à l'extérieur de la voiture, silencieux. Lorsqu'il comprend que sa victime a repris connaissance, il se jette de nouveau sur elle et serre sa nuque de toutes ses forces. Mais Émilie se débat, crie et parvient même à griffer son agresseur, qui réagit en la frappant encore et encore. La jeune femme tombe à nouveau dans l'inconscience. Cette fois-ci, lorsqu'elle reprend connaissance, du sang colle ses cheveux sur son crâne, remplit sa bouche et obstrue sa vue. Patrice Allègre, l'homme si gentil et attentionné dans la journée, l'a littéralement passée à tabac. Ce qu'il veut, c'est abuser d'elle comme bon lui semble, puis l'achever, comme à chaque fois. Sauf qu'Émilie est différente de ses autres victimes. Elle se laisse faire quand il l'agresse. Et au lieu de protester ou de recommencer à se débattre, elle puise dans une force extraordinaire le courage de lui parler doucement, pour lui jurer que tout ce qu'il se passe dans cette voiture n'est pas si grave, et qu'elle n'a aucune raison d'en parler à qui que ce soit. Elle veut juste rentrer chez elle, prendre une douche, et aller se coucher. L'impensable se produit alors. Les paroles de la jeune femme enrayent la machine à tuer. Patrice Allègre se met à fondre en larmes sur sa victime. Il lui demande pardon,
en bredouillant qu'il risque de prendre 10 ans de prison si elle ne tient pas parole. Au lieu de la ramener chez elle, il préfère tout de même la conduire chez un ami à lui, là dans une petite salle de bain exiguë. Émilie se munit d'un coton et nettoie le sang qui lui macule le visage, sous le regard de son bourreau qui lui répète à quel point il est désolé. Pour maintenir le dialogue, elle continue à minimiser l'acte incroyablement violent qu'elle vient de subir et répond qu'un dérapage peut arriver à tout le monde. Cet aplomb et ce sang-froid phénoménaux vont sauver la vie d'Émilie cette nuit-là. Dès le lendemain matin, elle s'empresse de pousser la porte de l'hôpital le plus proche, choquée, afin de raconter son histoire et de porter plainte contre l'homme qui a abusé d'elle et qui a tenté de la tuer. Patrice Allègre est à présent recherchée pour agression sexuelle et tentative de meurtre. Malheureusement, sa chance légendaire n'a pas encore tourné. En effet, le tueur n'a pas demandé son reste pour partir très loin de Toulouse. La cavale de celui que l'on ne considère alors que comme un agresseur débute officiellement le dimanche 23 février 1997. La fuite effrénée de Patrice Allègre pour échapper à la police le conduit à passer une nuit chez un ami, une autre dans une voiture volée, une chez sa mère, puis finalement à Massa, une petite commune située dans le département de l'Ariège. Il met les pieds là-bas pour la première fois en juin 1997, ce qui veut dire qu'il est en cavale depuis 4 mois déjà, sans que les policiers en charge de l'affaire d'Émilie ne soient parvenus à lui mettre la main dessus. À Massa, il se fait passer pour Franck, un ancien légionnaire venu en Ariège pour repartir de zéro. Ce faisant, Patrice Allègre parvient à se faire héberger quelques nuits à droite et à gauche. Il apprend alors qu'une fête de village va bientôt avoir lieu, et que c'est l'événement à ne pas rater. Ce qui tombe plutôt bien, car il a besoin d'argent pour financer sa cavale. Le tueur profite donc de cette fameuse soirée pour proposer ses services de jardinage et petits travaux. Lui qui n'avait jamais voulu travailler jusque-là, mais est-ce vraiment pour ramasser un petit pécule que Patrice Allègre lance cette bouteille à la mer ? Ne tenterait-il pas plutôt de prendre une nouvelle proie dans ses filets ? À la fête, personne n'est vraiment intéressé par son offre. Personne à part Mireille Normand, une belle jeune femme de 35 ans qui est justement en train de restaurer la maison qu'elle a héritée de son père. Mireille embauche Franck, fait connaissance avec lui, sympathise au fil des jours, puis brusquement, le 20 juin 1997, elle disparaît. C'est précisément le jour où il est censé fêter ses 29 ans que Patrice Allègre décide de mettre fin à la vie de sa nouvelle victime. Alors qu'il loge chez elle pour mener ses travaux à bien, il s'en prend subitement à elle, se met à la frapper dans un déchaînement de violence inimaginable, l'étrangle pour lui faire perdre connaissance, et l'abuse après avoir pratiqué des actes de torture avec un objet qui ne sera jamais identifié. L'assassin lie les pieds et les jambes de Mireille, puis arrache un morceau de drap du lit pour en faire un bâillon, qui lui noue autour du nez et de la bouche. Elle rend son dernier souffle dans une flaque de sang, blessée à la tête. D'ordinaire, Patrice Allègre laisserait le cadavre en place et mettrait le feu à la maison. Mais l'incendie serait trop rapidement repéré au village, et ceux qui savaient que Mireille l'hébergeait seraient susceptibles de le soupçonner. Il décide alors d'enterrer la jeune femme dans son jardin à la nuit tombée, après avoir pensé à dérober 4500 francs en liquide qu'elle venait de récupérer suite à la vente de sa voiture. Avant de partir pour la suite de sa cavale, le tueur en série prend soin de récupérer la seconde voiture de Mireille, dans laquelle il charge un magnétoscope, une télévision, ainsi que du matériel de jardinage qu'il a l'intention de revendre chez un brocanteur qu'il connaît bien et qui est du coin. Le dimanche 22 juin 1997, il passe la frontière espagnole au volant de la Citroën BX grise de Mireille, avec 8000 francs en poche. Le crime semble presque parfait, puisque personne n'est censé retourner le jardin de Mireille à la recherche de son corps. Elle sera simplement portée disparue. Et même si quelqu'un le soupçonne, Patrice Allègre n'a pas à s'en faire. Non seulement il a donné une fausse identité, mais en plus de cela, il sera déjà bien installé en Espagne lorsque les recherches commenceront. C'est sans doute ce que se dit celui qui a pris l'habitude de ne jamais être inquiété pour ses meurtres. Pourtant, cette fois-ci, il pourrait être en train de tirer une conclusion un peu hâtive. Car c'est bien cette affaire en particulier qui va permettre de confondre définitivement Patrice Allègre et de révéler l'horreur de ses crimes. En Ariège, comme prévu, tout le monde s'étonne de la disparition soudaine de Mireille et de son jardinier. Et 10 jours plus tard, alors qu'elle devait se rendre à une réunion de famille très importante, la trentenaire brille par son absence. Son frère décide alors d'avaler les 700 km de distance qui le séparent de la maison de sa sœur, pour aller voir par lui-même ce qu'il en est. Sur place, rien de vraiment étrange.
si ce n'est l'absence de quelques objets qui semblent avoir été dérobés. Mais à l'arrière du chalet, il découvre le foyer d'un ancien incendie, au milieu duquel brille la boucle métallique d'un ceinturon. Et juste à côté de ce feu éteint, une motte de terre meuble de la taille d'un corps humain. Retourné il n'y a certainement pas si longtemps. Une terrible angoisse pousse alors le frère de Mireille à composer le numéro des secours. Les gendarmes arrivés sur place fouillent à leur tour la maison et tombent sur un mot manuscrit, laissé en évidence sur la table de la cuisine, sur lequel un certain Franck écrit qu'il a terminé les travaux et qu'il s'en va. Mais c'est le jardin qui les intéresse vraiment. Dès les premiers coups de pelle au niveau de la motte de terre retournée, ils découvrent en effet un morceau de tissu émergé de terre. Puis finalement, le cadavre en décomposition de Mireille, ligoté et bâillonné. Détail important, elle est entièrement nue, à l'exception de ses chaussettes qu'elle a toujours aux pieds. Souvenez-vous, c'était aussi le cas de Laure Martinet, l'étudiante dont le corps sans vie avait été découvert par une promeneuse dans un fossé de Bon Repos Riquet, et pour laquelle on n'avait jamais appréhendé aucun suspect. Surtout, tout comme Laure, Mireille a été sauvagement battue avant d'être agressée, puis étranglée. Ces éléments, plus que troublants, arrivent jusqu'aux oreilles d'un adjudant de la section de recherche de Toulouse, qui, depuis plusieurs années, tente d'identifier le meurtrier de Laure Martinet. Pour lui, les coïncidences sont trop nombreuses. Malgré la centaine de kilomètres qui séparent Toulouse et Massa, il est convaincu que l'assassin de Laure et de Mireille n'est en fait qu'un seul et même homme, un tueur, au comportement extrêmement violent, qui ne s'arrêtera certainement pas avant de se trouver derrière les barreaux. Les gendarmes ont des années de retard. À présent, il faut faire vite et ressortir tous les dossiers d'agressions récentes pour lesquels les auteurs se sont distingués par une extrême brutalité. Cette fois-ci, les policiers du commissariat central de Toulouse jouent le jeu. L'affaire est bien trop grave. C'est là qu'apparaît le nom d'Émilie Espèce, la jeune femme qui avait survécu à une agression ainsi qu'une tentative de meurtre par strangulation. Elle aussi avait été passée à tabac. Tout concorde, et par chance, on a même le nom de son agresseur, recherché depuis lors par la police toulousaine. Patrice Allègre. Lorsque la photo de Patrice Allègre est présentée aux amis de Mireille, tous reconnaissent formellement Franck, le jardinier avec lequel la jeune femme avait sympathisé lors de la fête de village. L'empreinte ADN de Patrice Allègre, qui avait été prélevée après l'agression d'Émilie, est alors comparée avec celle prélevée sur le corps de Mireille et de Laure. Les résultats sont tous les deux positifs, bien sûr. La traque commence. Pour l'instant, tout ce que l'on peut faire, c'est placer l'entourage de Patrice Allègre sur écoute. Sa mère, son père, ses ex-compagnes, dont Cécile bien sûr, ainsi que ses connaissances dans le milieu de la nuit et du trafic de drogue. Seulement, pour le moment, ces écoutes ne donnent rien. Le tueur en série est toujours en Espagne, où il vient de faire la rencontre de deux amies, qui s'y sont retrouvées pour les vacances. Elles se sont installées dans un camping de Guardamar, pour 2 semaines, et passent leur temps à bronzer sur la plage et à flâner dans la région d'Alicante. Pas de rencontres amoureuses, pas de folie ni de débordement. Les filles sont ici pour passer des vacances paisibles et reposantes. Mais 2 jours avant leur retour à Paris, alors qu'elles prennent un verre au bar près du camping, un homme les aborde. Il s'appelle Patrice, est originaire de Toulouse et il est là pour prendre un repos bien mérité, après avoir écumé les meilleures boîtes de nuit du sud-ouest où il exerce en tant que DJ. Impressionnés, les deux amis sont assez flattés d'être approchés par un jeune homme aussi charmant et populaire, qui a l'air de très bien gagner sa vie. Le soir venu, il les invite même au restaurant, où ils continuent tous trois à converser pendant des heures, étirant la soirée jusque sur la plage, où il leur propose de dormir à la Belle Étoile. L'une des filles s'endort rapidement, mais Isabelle Chicheri, la deuxième copine, continue d'écouter Patrice Allègre lui parler de ses amours passés, de son enfance et de sa petite fille qu'on lui a si injustement arrachée. Isabelle est envoûtée. Avant de rentrer à Paris, elle laisse son adresse à son nouvel ami, tout en se disant qu'elle n'aura sûrement jamais la chance de le revoir. Malheureusement pour elle, elle se trompe complètement, car Patrice Allègre est un tueur en série psychopathe qui conserve très soigneusement la note sur laquelle figurent ses coordonnées, et il va effectivement la rejoindre chez elle, à Paris. Le meurtrier a bien trop besoin de tuer pour rester en Espagne, et manquer cette si belle occasion offerte par le destin. Il a beau se douter que les policiers doivent forcément avoir fini par faire le lien entre tous ces meurtres et être activement à sa recherche, le 1er septembre 1997, il prend le risque de remettre les pieds en France. Mais pas à Toulouse, non, à Paris, là où vit Isabelle. En demandant l'aide de quelques passants, il parvient à retrouver l'adresse d'Isabelle. Cette dernière est agréablement surprise de le voir là.
sur le pas de sa porte avec ses 2 gros sacs à dos de baroudeur. Patrice Allègre, qui se dit toujours DJ, prétexte qu'il était en train de faire le tour de la France, mais qu'on lui a récemment volé ses papiers et sa voiture, et qu'en attendant que cette affaire se règle, il n'a nulle part où dormir. Isabelle compatit, et puisqu'elle apprécie beaucoup ce garçon rencontré pendant ses vacances en Espagne, elle accepte de l'héberger chez lui. Une nuit, puis 2, puis 3. À chaque fois, Patrice Allègre demande s'il peut rester encore un peu. Ce qu'elle ne lui refuse pas vu qu'il est toujours aussi gentil et agréable. De plus, ils dorment dans le même lit, côte à côte. Mais il n'a jamais tenté quoi que ce soit, ce qui la rassure et la met en confiance. Mais au bout du 3e jour, elle aimerait tout de même qu'il commence à réfléchir à une autre solution. Isabelle a en effet un grand voyage au Canada à préparer, le projet de toute une vie qu'elle attend avec impatience, et qui aura lieu dans un peu moins d'une semaine. Le mercredi 3 septembre, lorsqu'elle se rend à la gare Montparnasse où elle travaille en tant qu'agent SNCF, elle assure ses collègues que son invité sera parti le lendemain matin, et qu'elle pourra enfin se consacrer pleinement aux derniers préparatifs de son voyage. Mais alors que cette 3e journée s'était déroulée dans la même ambiance détendue que les 2 premières à minuit, Patrice Allègre décide qu'il est temps pour le monstre de sortir de sa cage. Ses avances, plus qu'explicites, sont immédiatement refusées par Isabelle, qui lui explique, un peu décontenancée, qu'elle ne le considère que comme un ami. Aussitôt, Patrice Allègre serre ses mains autour de la gorge de sa victime, si fort qu'elle s'évanouit, une première fois, sans se rendre compte que son agresseur déchire un morceau de drap et lui enfonce dans la bouche. Son mode opératoire est toujours le même. Une fois qu'elle est inconsciente, il la bat, abuse d'elle, la laisse reprendre ses esprits puis l'étrangle de nouveau, juste assez pour ne pas la tuer. Mais ce petit manège est loin d'être suffisant pour le tueur, qui ne prend de réel plaisir qu'en soumettant ses victimes à la torture. Tandis qu'Isabelle est évanouie, mais toujours en vie, il se rend donc dans la cuisine, à la recherche de l'objet qu'il pourra utiliser, et trouve l'une des carottes qu'elle avait achetées un peu plus tôt pour le repas. Patrice Allègre a déniché son instrument de torture, avec lequel il soumet Isabelle à des actes sexuels immondes pendant de longues heures. À 3 heures du matin, elle rend son dernier souffle entre les mains de son tortionnaire. Patrice Allègre, couvert de sang, passe un long moment à se nettoyer dans la salle de bain, avant de saccager l'appartement à la recherche d'objets de valeur et d'argent liquide ou de cartes bleues. Avant de quitter les lieux, il ouvre un robinet de gaz situé dans la cuisine et allume une bougie d'ambiance pour mettre le feu au logement, effaçant ainsi les dernières traces qui pourraient le désigner sur la scène de crime. Ce n'est seulement qu'en début d'après-midi qu'une violente explosion fait soudain trembler l'appartement d'Isabelle. Patrice Allègre a eu largement le temps de partir avant que les pompiers ne se précipitent sur les lieux et découvrent le corps supplicié de la pauvre jeune fille, en partie soufflé par l'explosion. Comme le robinet de gaz a été ouvert, c'est d'abord l'hypothèse d'une jeune femme qui s'est ôté la vie qui est envisagée. Sauf que le visage d'Isabelle est tellement déformé par les coups répétés qu'elle a reçus qu'il devient très vite impossible d'envisager un acte volontaire. D'ailleurs, sur le lit imbibé d'une énorme quantité de sang, les policiers mettent la main sur un tube de biafine et une carotte ensanglantée. L'arme du crime, le légiste est un peu dubitatif au départ. Constate en tout cas que l'agression a été si violente que tous les organes internes d'Isabelle ont été perforés. Les policiers parisiens qui recueillent les premiers témoignages des collègues d'Isabelle apprennent qu'elle hébergeait ces derniers jours un homme originaire de Toulouse. Ils passent donc un coup de fil à leurs collègues de la Ville Rose, qui confirment être à la recherche d'un individu répondant au nom de Patrice Allègre, ayant déjà commis au moins 2 meurtres et une agression sexuelle. À partir de cet instant, les forces de l'ordre des 2 secteurs vont s'allier pour lancer une importante chasse à l'homme. Celle-ci s'organise simultanément autour du 14e arrondissement de Paris, et près de la gare Matabio de Toulouse, où on espère repérer Patrice Allègre parmi les voyageurs en provenance de la capitale. De leur côté, les policiers demandent à l'agence bancaire dans laquelle se trouve le compte en banque d'Isabelle de ne pas bloquer la carte bleue. Ils comptent sur le fait que Patrice Allègre l'utilise à un distributeur pour le localiser. Mais c'est un coup de téléphone qui va définitivement sceller le sort du suspect numéro 1. Aux abois, sans argent et sans endroit où passer la nuit, celui-ci contacte l'un de ses anciens amis, une vieille connaissance, qui, il l'espère, pourra lui offrir son aide, ainsi qu'une planque. Ce qu'il ignore, c'est que toutes ces relations ont été placées depuis longtemps sur écoute, et que cet ami, prévenu par les enquêteurs, coopère avec eux pendant qu'ils discutent au téléphone. Les policiers décident de tendre un piège à Patrice Allègre pour l'arrêter tout en prenant le moins de risques possible. Ils savent que l'homme est un psychopathe extrêmement dangereux
et qu'il porte probablement une ou plusieurs armes sur lui. Le lendemain du meurtre d'Isabelle, Patrice Allègre se rend à Châtenay-Malabry, à environ 12 km à vol d'oiseau de Paris, à l'adresse où cet ami lui a donné rendez-vous. Seulement, à la place, ce sont 5 policiers en planque qui l'attendent. Fatigué et résigné, le tueur n'oppose aucune résistance lorsqu'on lui passe les menottes. Ces 8 longs mois de cavale et d'horreur prennent finalement fin ici, au pied d'un immeuble de la région parisienne. Simplement, on pense que c'est la fin du cauchemar. Et pourtant, il ne fait que commencer. Car les policiers ne le savent pas encore, mais le parcours sanglant de l'homme qu'ils viennent d'appréhender est loin de se limiter à 3 meurtres et une agression sexuelle. À présent dans les locaux de la police criminelle parisienne, Patrice Allègre est interrogé sur ses faits et gestes des dernières 48 heures. Mais les enquêteurs savent déjà qu'ils tiennent leur coupable. Car dans ses poches, ils ont retrouvé des bijoux appartenant à Isabelle, qui lui ont été dérobés après son meurtre. Ils font d'ailleurs clairement comprendre à leurs suspects qu'ils ont reconstitué le déroulement des faits et qu'il n'y a aucune échappatoire. Moins d'une demi-heure après le début de son interrogatoire, l'ancien indique avoue donc le meurtre pour lequel il a été interpellé, en épargnant aucun détail à ses auditeurs. Ses explications sont froides, comme s'il était étranger à ses propres actes. Il précise d'ailleurs que rien de tout cela n'était prémédité, et que c'est une pulsion incontrôlée qui l'a conduit à abuser de sa victime et à la tuer, sans qu'il ne comprenne exactement ce qui a bien pu se passer dans sa tête à ce moment-là. Forcément, cette explication conduit à une question somme toute logique pour les enquêteurs. Est-ce que ce genre de pulsion l'avait déjà conduit à tuer auparavant? La réponse de Patrice Allègre est sans appel. En aucun cas. Il ne s'en était jamais pris à personne avant Isabelle. Mais dans un bureau annexe, 3 autres policiers trépignent d'impatience. 2 d'entre eux appartiennent à la section de recherche de Toulouse, tandis que le 3e vient de la brigade de Foix, qui se charge de l'affaire de Mireille Normand. Tous ont plus que hâte d'entendre le suspect au sujet des meurtres de Mireille Normand et de Laure Martinet, l'étudiante originaire de Saint-Geniès. Ils se sont même rendus à Paris à leurs propres frais, sans attendre l'accord de leur hiérarchie. Les forces de l'ordre savent qu'elles ont de grandes chances de se trouver face à un tueur en série, l'un de ceux qui tétanisent les populations et qui terrifient tout un pays. Malgré cela, l'arrestation de Patrice Allègre apparaît à peine dans les journaux, car elle est éclipsée par un événement qui s'est produit 5 jours plus tôt et qui a bouleversé le monde entier. L'accident tragique qui a coûté la vie à la princesse Lady Di. Franchement, on pouvait y avoir que ça pour le reléguer au second plan. Pour autant, les policiers toulousains comptent bien tout mettre en œuvre pour faire tomber celui qu'ils pensent être l'assassin de Laure. À l'époque, la découverte de son cadavre dans un fossé avait ébranlé toute la région. Un sentiment d'horreur et d'injustice qui n'avait plus quitté la ville depuis. Patrice Allègre a échappé au test ADN 7 ans plus tôt, grâce à une chance incroyable et à un culot phénoménal. Mais la science l'a finalement rattrapé, tout comme dans l'affaire de Mireille, enterrée dans le jardin de son chalet. Il n'a d'autre choix que d'avouer aussi ces 2 meurtres face aux enquêteurs venus de Toulouse et de Foix. Ça fait déjà 3 meurtres pour lesquels les policiers tentent de comprendre, à coup de questions personnelles. Quel genre de pulsion pousse Patrice Allègre à tuer? Selon ses propres mots, il essaie simplement d'assouvir certains désirs, mais ne supporte pas d'avoir affaire à un refus. La violence extrême, dont il a fait preuve dans tous ses crimes, l'excite au plus haut point, tout comme la torture qu'il fait subir à celles qui ont le malheur de se refuser à lui. Quant au fait de tuer, ce n'est qu'une fin logique d'après lui. D'ailleurs, la mort de ses victimes ne l'empêche aucunement de continuer à assouvir ses fantasmes sexuels. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin pour comprendre que Patrice Allègre est tout simplement un profond détraqué qui ne peut se passer du plaisir de torturer, abuser et massacrer des femmes. C'est justement pour cela que les policiers commencent à s'interroger sur le nombre de victimes qu'il aurait réellement pu commettre. Car si l'on en croit les faits, entre l'agression d'Émilie Espès à Toulouse et les meurtres sauvages de Mireille à Massa et d'Isabelle à Paris, Patrice Allègre n'aurait commis aucun autre meurtre. Or, 7 ans séparent la première affaire des 2 dernières. Les enquêteurs peinent sérieusement à croire qu'un psychopathe animé d'une telle soif de violence et d'une telle perversité et renoncé à tuer pendant 7 ans. La presse, et plus particulièrement celle de Toulouse où Patrice Allègre a passé la majeure partie de sa vie et a commis ses premiers crimes, émet elle aussi un sérieux doute à ce sujet. C'est ainsi que la mort de Martine Mathias, survenue 7 mois avant l'arrestation de Patrice Allègre, et qui avait été classée comme une femme qui s'était elle-même ôté la vie, revient sur le devant de la scène. En se penchant sur le dossier de leurs collègues toulousains, les policiers sont abasourdis par le nombre de points communs qu'il existe entre l'affaire de la championne de boxe
est le mode opératoire de Patrice Allègre. La violence, le vol d'objets de valeur, la mise à feu de l'appartement, ils en sont persuadés. C'est un meurtre et la signature de Patrice Allègre est flagrante. Le tueur en série ne laisse d'ailleurs pas patienter les policiers plus longtemps et admet son implication dans ce 4e meurtre. Le voilà donc incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis, le temps de l'instruction. Les murs de sa cellule ne lui permettent plus de profiter des nuits toulousaines, de partir en chasse et de se mettre dans ces états seconds qui le caractérisaient. Le sevrage est brutal. Et il s'ennuie tellement qu'il pense à avouer un autre meurtre, histoire d'apporter un peu de changement dans son quotidien, et de sortir un peu de l'enceinte de la prison, même si ce n'est qu'une histoire de quelques heures. C'est là qu'il compte balancer cette nouvelle information croustillante aux policiers, juste après un nouvel interrogatoire passé à Toulouse, sur le trajet qui le sépare de son retour à la prison. Lorsque la voiture passe devant un immeuble du quartier Jolimont, Patrice Allègre tend le doigt et lâche ces quelques mots qui glacent le sang de tous les policiers présents dans le véhicule. Là, dans un appartement, il y en a une. Patrice Allègre est ramené au poste en un battement de cils. Il promet de tout raconter sur ce nouveau meurtre, mais à une condition. Les fêtes de fin d'année approchent. Alors il voudrait lui aussi avoir droit à son réveillon. Il aimerait qu'on lui apporte une douzaine d'huîtres et une bouteille de champagne. C'est accordé. On ne négocie pas avec les terroristes, mais visiblement avec les tueurs en série, a priori ça va. Le tueur a bien mené son jeu. Il sait que les forces de l'ordre sont sur les dents après avoir merdé de façon magistrale, et serait prête à presque n'importe quoi pour récolter de nouveaux aveux et ressortir un peu moins humilié de cette affaire. Dans un sens, il conserve ainsi un certain contrôle sur sa situation. Son verre de champagne à la main et ses huîtres sous le nez, Patrice Allègre tient effectivement parole. Devant les agents pendus à ses lèvres, il donne le nom de sa 5e victime, Valérie Tariotte. On avait très vite conclu à une mort volontaire pour cette jeune serveuse qui avait été la collègue de Patrice Allègre au moment où il était employé au café de la gare Matabio. À l'époque, Cécile, son ex-compagne, était enceinte de leur fille. Le tueur livre des aveux complets concernant le meurtre de Valérie, dont il a abusé et qu'il a étranglée alors qu'elle était sous l'effet de l'alcool et d'une forte quantité d'antidépresseurs. Pour prouver que ce qu'il dit est vrai, il dessine même le plan de l'appartement, de mémoire. C'est exactement le même que celui conservé dans les archives du service régional de police judiciaire, que les enquêteurs se sont hâtés de récupérer. Lorsqu'on évoque la casserole d'eau et de sang trouvée sous la tête de Valérie ainsi que les 3 bâillons, Patrice Allègre explique qu'il était simplement dans un tel état de défonce qu'il a agi sans réfléchir. À la suite de ce nouvel aveu, les policiers se demandent s'ils ne vont pas rouvrir systématiquement tous les dossiers de disparition et de décès inexpliqués de ces 7 dernières années, pour tenter d'y découvrir une implication possible de Patrice Allègre. C'est justement le rôle du logiciel Anacrim, un outil informatique créé pour aider les enquêteurs à établir des liens entre différentes affaires criminelles. Pour cela, ils entrent un certain nombre de données dans l'ordinateur. Des noms, des lieux, des dates, mais aussi un mode opératoire. Le logiciel va alors rechercher des points communs entre ces informations et toutes les affaires enregistrées. Prenons par exemple le cas des appartements incendiés. Un acte que Patrice Allègre perpétrait presque systématiquement. Si ce détail fait écho à un dossier criminel, qu'il soit résolu ou non, le logiciel établit alors un lien visible, par le biais d'un schéma, au mode opératoire du tueur. Grâce à cela, les enquêteurs peuvent déterminer, en un coup d'œil, d'étranges similitudes entre des affaires non élucidées et les habitudes du tueur en série. En fait, on est tellement sûr qu'il a fait bien plus de victimes que ce qu'il veut bien raconter, que l'on crée le 29 mai 2000 une cellule uniquement dédiée à la recherche de ces autres meurtres. Elle est nommée Homicide 31, en référence au département de la Haute-Garonne, où le Toulousain a assassiné plusieurs jeunes femmes. Au sein de cette cellule, 8 enquêteurs vont employer la totalité de leur temps à passer la vie de Patrice Allègre au peigne fin, décidé à faire toute la lumière sur ses crimes. Et cela va finalement attirer l'attention de la presse et faire les titres des gros journaux. Très vite, Homicide 31 met le doigt non pas sur 1 ou 2, mais 191 cas de disparition inquiétante. Meurtres non résolus et décès étrangement classés entre 1986 et 1997. C'est notamment le cas pour cette jeune fille retrouvée morte dans un fossé, totalement nue, et avec une bombe lacrymogène placée dans l'entrejambe. Défiant toute logique, on décrète à l'époque qu'elle a mis fin à ses jours. D'énormes moyens sont mis à la disposition des forces de l'ordre, qui entreprennent de sonder les eaux de la Garonne afin d'enquêter sur plusieurs affaires de fugue ou de disparition,
que l'on pourrait imputer à Patrice Allègre. Mais celui-ci joue avec les enquêteurs. Pour prolonger ses interrogatoires ou simplement quitter sa cellule pendant le temps d'un voyage en voiture, il s'accuse de meurtre dont il a entendu certains détails, ce qui cristallise toute l'attention et toute la concentration de la cellule homicide 31, avant qu'il ne se rétracte finalement, en déclarant qu'il n'a rien raconté de vrai. Malheureusement, chaque déclaration de Patrice Allègre doit être prise au sérieux, vérifiée et analysée, et cela nécessite beaucoup de temps, d'énergie et de moyens pour aboutir, bien souvent, à une impasse. Pendant ce temps, le tueur en série bénéficie davantage de cigarettes, de sorties pour se rendre sur les lieux supposés des crimes. Il s'amuse beaucoup de cette situation, alors que les familles des victimes vivent une véritable torture psychologique. Mais son procès approchant, Patrice Allègre commence à stopper ce petit jeu malsain. Il craint que l'évocation de ses autres meurtres, qu'ils soient d'ailleurs vrais ou faux, ne lui porte préjudice devant le juge. Il a peur du lynchage médiatique, ce qui briserait tout espoir de sortir un jour de prison. En effet, selon la loi, pour les meurtres qu'il a commis, il pourrait tout à fait espérer bénéficier d'une libération en 2019. Il a donc tout intérêt à commencer à se faire discret. Tandis qu'Homicide 31 continue de mener ses enquêtes, le procès très médiatisé du tueur de femmes s'ouvre en février 2002, devant la cour d'assises de Haute-Garonne. Le public se regroupe en masse pour assister à l'événement dont tout le monde parle alors, l'audience de Patrice Allègre, qui comparaît pour l'agression sexuelle d'Émilie Espèce, ainsi que pour les 5 meurtres qu'il a déjà avoués, celui de Valérie Tariotte, de Laure Martinet, de Martine Mathias, de Mireille Normand et d'Isabelle Chicheri. Le procès, qui se déroule dans une tension à couper au couteau, met en exergue l'horreur des crimes commis par cet homme, à l'apparence si calme. Bientôt, des appels à la vengeance se font entendre. Le père de Laure Martinet jure d'ailleurs que sa femme et lui se sont promis de faire exécuter Patrice Allègre s'il sortait un jour de prison. À l'issue de 3 semaines intenses, le tueur, qui n'a pas cédé devant les familles et a seulement fait part de sa volonté de ne pas s'exprimer, est condamné à la peine maximale, la prison à vie, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Cependant, Homicide 31 est loin d'en avoir fini. Les enquêteurs affectés à cette cellule spéciale ont découvert que Patrice Allègre a fréquenté très étroitement le milieu de la prostitution toulousaine. 3 meurtres non élucidés ont justement eu lieu dans ce milieu en 1992, une année où, supposément, le tueur en série n'aurait pas fait de victimes. Parmi ces 3 meurtres très vite classés, on compte notamment une masseuse érotique, que l'on découvre carbonisée, puis une prostituée, Lynn Galbardi, morte étranglée dans une chambre de l'hôtel de l'Europe. Lors d'un transfert de sa cellule, en passant devant cet hôtel, Patrice Allègre admet avoir bien connu Lynn Galbardi. En fait, c'est lui qui l'a assassinée, après avoir abusé d'elle. Placé en examen pour ce nouveau meurtre 1 mois plus tard, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il se rétracte. Seulement, cette fois-ci, il a donné des détails qui laissent à penser qu'il a bel et bien tué Lynn Galbardi. Homicide 31 continue donc de se concentrer sur ce crime, et parvient à retrouver 2 anciennes amies de Lynn, prostituées elles aussi. Elles se sont depuis longtemps reconverties, mais confirment qu'elles connaissaient très bien Lynn. L'une d'elles, Patricia, a même des déclarations fracassantes à faire aux policiers. Elle aurait assisté, en direct, au meurtre de son amie, et confirme que c'est bien Patrice Allègre qui l'aurait étranglée devant elle, en guise d'avertissement. Selon elle, il était aussi un homme de main dans le milieu de la prostitution, chargé de remettre dans le droit chemin les filles qui osaient se rebeller contre leurs proxénètes. Toujours selon Patricia, l'assassin était alors protégé par la police, à qui il remettait de grosses sommes d'argent, une situation que Lynn aurait eu l'intention de dénoncer. Ce témoignage fait déjà l'effet d'un coup de tonnerre dans les locaux d'Homicide 31. Mais accrochez-vous bien, car ce n'est qu'une mise en bouche. L'information selon laquelle Patrice Allègre aurait servi de tueur à gages dans le milieu de la prostitution toulousaine, sous le couvert des forces de l'ordre de l'époque, fuite dans la presse et fait les gros titres de tous les journaux. Patricia, l'ex-prostituée ayant lâché cette véritable bombe, trône soudainement au cœur de cette affaire dans l'affaire. Car lors des interviews qu'elle donne aux chaînes télé en présence de son avocate, elle déclare que d'autres noms, bien plus connus que celui du commissariat toulousain, sont impliqués dans cette histoire sordide de réseaux de proxénètes et contribuaient à protéger le tueur de femmes. Ces personnalités de la haute société prenaient même régulièrement part à des soirées sadomasochistes intimes et secrètes, au cours desquelles avaient notamment lieu des agressions de mineurs, des actes de barbarie et des séances de perversion sexuelle ultra-violentes. Parmi ces noms tombe entre autres celui de Dominique Baudis, ancien présentateur de journaux télévisés devenu maire de Toulouse en 1990.
mais aussi des juges, des hauts magistrats et des politiciens gravitant dans les plus hautes sphères du pays. Une information judiciaire est immédiatement ouverte. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le séisme qui secoue toute la sphère politique de l'État est retentissant. Le célèbre présentateur Karl Zéro, alors en contact avec Patrice Allègre, détenu en prison, prend carrément l'antenne lors de son émission diffusée sur Canal+, Le Vrai Journal, pour lire en direct une lettre écrite de la main du tueur en série qui s'exprime à ce sujet. Dans ces quelques lignes, ce dernier reconnaît le meurtre d'une prostituée, ainsi que d'un travesti en 1992. Surtout, il met en cause le maire de Toulouse de l'époque, Dominique Baudis, alors président du CSA, ainsi qu'un haut magistrat, les accusant directement d'avoir commandité l'assassinat de Lynn Galbardi, pour éviter qu'elle les livre à la justice. Sauf que les déclarations des deux prostituées, Fanny et Patricia, sont calomnieuses. Elles mènent la justice sur de fausses pistes, leur font espérer des pellicules photos qui n'existent pas et inventent de nombreux détails incohérents. Cernées par les enquêteurs, elles tombent dans leur piège en désignant des magistrats sur un catalogue photo datant de 2003, alors que les faits ont eu lieu dans les années 90 et qu'ils n'étaient ni connus, ni en fonction à ce moment-là. Les deux femmes admettent avoir menti, tout comme Patrice Allègre qui, fidèle à lui-même, se rétracte peu après la lecture de son courrier à l'antenne, le 1er juin 2003. Patricia et Fanny sont condamnées à passer 3 ans derrière les barreaux suite à cette affaire rocambolesque, qui a détruit plusieurs vies, malgré un non-lieu général prononcé. Dominique Baudis n'a toutefois pas attendu que les mois passent pour organiser sa défense. Par le biais de son avocat, il a attaqué en justice tous ceux qui émettaient des soupçons sur son implication, y compris Karl Zéro. Le journaliste a en effet pris les déclarations de Patrice Allègre pour argent comptant, diffusant à une heure de grande écoute des accusations qui semblaient alors prises pour acquises. Le journaliste est placé en examen pour sortie irrégulière de correspondance de prison, puis placé en correctionnel. Licencié de la chaîne en 2006, il est finalement relaxé en 2012. En 2019, après avoir purgé l'intégralité de sa peine de 22 ans, Patrice Allègre pouvait légalement demander à bénéficier d'une libération conditionnelle, ce qu'il a fait. Sauf qu'un expert psychiatre ayant examiné le tueur en série toulousain a déclaré qu'il présentait toujours une personnalité psychopathique, ce qui représente encore aujourd'hui un véritable danger pour la société. Il conclut son rapport en ces termes. Le risque d'un passage à l'acte pourrait être rapidement comparable au risque qui existait avant son incarcération. Patrice Allègre voit en toute logique sa demande refusée à la suite de ce rapport accablant. Mis en examen dans 6 autres affaires de meurtre commis entre 1987 et 1992, grâce au travail d'Homicide 31, il a bénéficié de non-lieu en 2008. À l'heure actuelle, il est toujours incarcéré. Son avocat affirme qu'il souhaite attendre quelques années avant de réitérer sa demande de libération, compte tenu du dernier rapport d'expertise trop négatif. Une éventualité insupportable pour toutes les familles de victimes, dont celle d'Émilie Espès, qui était à l'époque la seule à avoir survécu à sa rencontre avec Patrice Allègre, et qui a fini par se donner la mort le 24 avril 2006, à l'âge de 29 ans. Voici pour l'une des affaires criminelles les plus marquantes de l'histoire française, et je vous l'ai présentée de la manière la plus complète possible. Si vous avez tenu jusqu'au bout, écrivez Toulouse en commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie de m'avoir regardé, d'être toujours présent, et on se dit à bientôt. Bye.